Alors, si on revenait quelques instants sur le Memorial Act, c'est quoi la petite histoire qui est une grande histoire? Ah oui, le Memorial Act, ouais, c'est. Comment je pourrais dire ça en tant qu'enfant de Port-au-Prince, c'est une première boucle. Parce que en 2007, ma première acquisition d'État, le Fonds national d'art contemporain, c'est une toile que je crée sur le 11 septembre 1973, le renversement de Salvador Allende par Pinochet, mais avec les Américains, le système américain derrière, Kissinger, et 11 septembre 2011. À chacun son 11 septembre, il n'y a pas de jaloux. Et les gens des institutions qui viennent, les commissions qui viennent à mon atelier à l'époque à Montreuil, qui viennent dans l'atelier, ils sont marqués par tout ce qu'ils voient comme écriture ou comme revendication ou mot au mur. Bien sûr, l'œuvre, ils l'ont appréciée, ils l'ont aimée, l'œuvre leur parle, et ils me disent pour leur collection, pour la collection d'État, c'est parfait. Et surtout, en fin de compte, le fait qu'un graffiteur comme vous, en fin de compte, nous on aime bien le graffiti, mais ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait des messages, c'est qu'il y a une histoire, c'est qu'il y a une profondeur. Et là, vous retracez quand même quelque chose que vous avez vécu depuis l'enfance, puisque c'est 1973, et que vous faites l'œuvre en 2002 quand même. Et que l'œuvre elle est acquise en 2006 ou en 2007. 2007, exactement. Et à la suite de ça, et c'est là que ça me fait comprendre que l'institution aussi a besoin que les œuvres ou les toiles des graffiteurs de comprendre qu'il y a des messages. Comme dans les œuvres de beaucoup d'artistes américains ou d'artistes français que je connais, de la première génération du graffiti américain et de la première génération du graffiti français. Un peu comme l'artiste et le messager finalement. Oui, l'artiste est le messager, ou l'artiste est politique aussi. Après, au sens politique propre du terme, et puis au sens politique où l'artiste aussi doit être engagé, quoi, quelque part. L'artiste aussi doit pouvoir être un porte-parole, un lead vocal, peu importe. Et après, c'est une façon aussi de rentrer dans l'institution, mais c'est aussi de comprendre aussi comment ça fonctionne. Et ensuite, après, il y a eu Rome, en 2010, la commande de la ville de Rome, et la médaille des arts et des lettres, et aussi après la sculpture à Kharkiv au musée de l'Homme, 5 femmes, 5 continents, et aussi pour finir, je dis aussi mais c'est marrant, c'est surtout on va dire la boucle, la première boucle, hein, je parle, il est important de faire une première boucle dans sa vie, c'est comme un premier chapitre, voilà, exactement, ou autre. Arrive le Memorial Act, le premier musée de l'esclavage en France et dans ma ville. Et qui sera inauguré par François Hollande. Qui sera inauguré par François Hollande, président de la République à l'époque. Et où Simon Ndjamil, commissaire avec l'exposition, me confie l'œuvre, on va dire, la plus complexe et la plus importante de la collection permanente du musée, qui est l'histoire de la Guadeloupe, à travers la bataille d'octobre 1801, mai 1802, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Ier. Et là, pour moi, c'est un défi. En tant qu'enfant de Pointe-à-Pitre, c'est un défi aussi parce que même si je connais l'histoire de mon île et je connais l'histoire des Caraïbes, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, il va falloir passer à l'action, retranscrire tout ce que j'ai dans la tête. On a l'impression d'entendre Picasso et Guernica. Oui, pourquoi pas, j'y pensais pas, mais en tout cas, c'est marrant que vous me parlez de Guernica, puisque au musée Reina Sofia, quand j'ai visité le musée, quand j'ai vu l'œuvre, avant de regarder l'œuvre debout, je me suis mis assis en face de l'œuvre, et là j'ai pu l'apprécier pendant 1 heure. Ce qui veut dire un peu la contemplation que j'ai eue pour Guernica, et indirectement ou directement, peu importe, peut-être que tu étais dans ma mémoire, et le fait d'avoir réalisé cette œuvre de 5 mètres de haut, 10 mètres de long, 1,50 m de profondeur, avec quand même, je dis bien avec les assistants quand même, puisque c'était une œuvre chargée, et la musique faite par Maxime Lenning. Pour moi, ça a été une œuvre très importante parce que c'était une façon pour moi de remercier les miens, c'est-à-dire mes grands-parents déjà, les gens de Pointe-à-Pitre, la Guadeloupe, et puis aussi
de dire aussi que cette histoire a existé et qu'à cette période, en France, on nous parlait de la Révolution, mais qu'à cette période, des gens se battaient encore pour leur liberté. Et le droit à la parole et le droit à l'expression. Et le fait d'avoir réussi cette œuvre qui a beaucoup voyagé ensuite à Brasilia, à Jefferson Foundation, à Washington, au Bénin et autres, l'œuvre a été vachement publicitée. Moi, ça m'a fait plaisir aussi de la réussir parce que aussi quelque part, j'avais une pression, j'avais une mission et je l'ai accomplie. Bravo. Je pense. Cet acharnement, j'ai envie de dire, cette volonté chevillée au corps, c'est l'histoire de votre vie de graffeur. Ouais, mais elle date aussi depuis l'époque du tag, depuis l'époque d'ICM. Délire copain mortel, Dope Criminal Minded, 85-86, le début des DCM en famille, avant de devenir en groupe, alors qu'à la base, les groupes deviennent des familles ensuite. Nous, notre chemin était très particulier. La 2, la 9, la 13 qui étaient dans notre territoire, les affrontements, bien sûr, au niveau graffiti, tag et autres, avec des groupes comme les CCG, les NTM ou DRC ou d'autres groupes comme ça, ou sinon plus tard après la deuxième partie avec des gens comme les 93 MC sur la 13. Et c'était important puisque aussi cet acharnement, c'était une façon de marquer son territoire, revendiquer qui on était, et puis aussi le fait d'avoir son nom de scène, son nom de code, son nom de guerrier, vandalisé, matraqué, pour nous c'était une pure jouissance dans l'inconscience, et puis ça y allait, parce que les wagons, et puis aussi dans les descentes le soir, et puis une finalité, au même l'apogée de tout ça, c'est la fameuse photo du métro, où on rencontre Marino Pinetta-Monti de l'agence Magnum, qui est venu faire une photo en France pour les 100 meilleurs photographes, et qui nous rencontre à Concorde, et de là qui nous voit les b-boys qui nous disent tiens, qu'est-ce que vous faites, machin, on commence à lui dire en tag, machin et compagnie. Et du coup, mais là, c'est surtout, on lui dit ce soir, on a une descente, 3h du matin, tel endroit, tel endroit. Après, la particularité, c'est que moi, je descends avec mon vélo dans le métro. Et cette photo, elle a fait le tour du monde. Et je ne me rendais pas compte de ce que j'avais fait, de l'acte, mais on était tellement barrés, tellement acharnés, et lui-même, le photographe, complètement conquis, et de là, il obtient le premier prix avec cette photo. Très bien. Et double page dans les éditions de La Martinière. Très bien. Et c'est pour ça que cette période de tag, elle est vachement importante, parce que pour moi, les traces et les marques à Pointe-à-Pitre, la période tag, la période graffiti Basalte, parce que Basalte aussi, pareil, le fait d'avoir fondé le groupe et être un membre fondateur du groupe, mais ce qui est important, c'est que le groupe DCM a beaucoup apporté au groupe Basalte, parce que sans les DCM, Basalte ne serait pas né, exactement, il faut le dire les choses, parce que le groupe Basalte prend naissance à Clichy, dans une association, dans un quartier où on grandissait, et qui nous a permis de faire un mur de 100 mètres de long sur 2 mètres de haut, mais à la base, ça s'appelait Artmur à Clichy, et ensuite, Artmur est devenu Basalte. Voilà, que les choses soient claires. Alors, il y en a un autre qui va voyager partout dans le monde. On parle de transport, hein, le métro, les murs, etc. etc. Mais le paquebot, Oui. Comment on mène un projet comme celui-là? Alors, moi, je suis clair là-dessus. C'est l'institution qui m'a ramené ce projet, grâce à des gens qui travaillaient pour le groupe Pinot, puisque le Ponant appartient au groupe Pinot. Compagnie de croisière oui, complètement, de luxe. Et en me disant, Ponant cherche un artiste pour réaliser une œuvre sur son prochain bateau, qui est énorme, 800 tonnes. Enfin, donc, moi, je vais à Bucarest. De Bucarest, je fais 400 km en voiture, je vais à Tulcea. À Tulcea, c'est le chantier naval, shipyard, et du coup, je reste un mois là-bas. Et du coup, c'est un vrai défi, un beau challenge artistique, réussi certes, mais surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est encore une fois, c'est de mettre l'humain au centre de mon geste. Tous les matins, je tenais à pointer comme un ouvrier
avec tous les ouvriers du chantier naval, et eux-mêmes ils hallucinaient. Parce que je pointais avec eux tous les matins, et ils n'étaient pas obligés. Mais je lui dis non, mais parce que quelque part, ça me donne la force. Et en même temps aussi, je sais pas, j'ai envie de vivre le truc à fond comme vous. Voilà. En sortant du cadre par rapport à eux. Quoi. Oui, voilà, ouais. Mais en même temps, non, mais c'est une expérience originale parce que quand on sait que le bateau, il navigue, il me donne, je veux dire, le Ponant, la société Ponant me donne des nouvelles de la fresque et du bateau assez souvent, et par rapport à où se trouve le bateau, machin et autres. Mais oui, ça a été une expérience originale, hein, parce que être sur un chantier naval, peindre la nuit, enfin voir le développement, voir un paquebot se construire et les paquebots se construire, tout l'univers du chantier naval, c'est quelque chose exceptionnel. Et puis c'est pas comme, je dirais, c'est pas pour le commun des mortels, quoi. Bon, bah, il manque plus qu'Air France direction Pointe-à-Pitre. Oui, bah, France, pourquoi pas, ouais, bah, on ne pourra pas tout faire en même moment, mais je leur dirais de me laisser un peu le temps. J'aurais bien aimé peindre l'avion, mais peut-être à Pointe-à-Pitre, sur l'aéroport. Ah, ce serait chic. Voilà, exactement. Mais aussi, c'est important, parce que c'est quand même des choses... moi, je pense qu'il ne faut pas courir derrière les choses. Et si les choses doivent venir, elles viendront. Moi, je n'étais pas... bon, ni parmi les meilleurs. J'ai travaillé et puis je n'ai rien volé à personne. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je n'ai pas fini, mais en attendant, vu d'où je viens, vu tout ce que j'ai fait, ce qui est bien, c'est que quand je retourne chez moi, je mange avec les miens. Et c'est pour ça que je suis un vrai enfant de Pointe-à-Pitre. Une fidélité. Et voilà, Caribbean Strong. Voilà. Très bien. Allez, au travail.